Bonjour à tous. Julian Rondron, bonjour. Bonjour Johan. Vous êtes directeur financier de Technip, qui est le premier parapétrolier français. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien votre groupe, est-ce que vous pourriez nous rappeler en quelques mots les métiers de Technip, vos activités, sur quel marché vous opérez? Je vais essayer. Merci beaucoup pour la question et bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que Technip n'est pas un des meilleurs connus du CAC 40. Je crois que nous sommes quand même peut-être le plus international de ces grands groupes français. Nous sommes au-delà de 30 000 collaborateurs. Nous sommes actifs dans 45 pays. J'ai parlé de l'international avec Technip. Nous sommes 116 nationalités dans le groupe. Nous sommes essentiellement dans le pétrole et le gaz. Et ce que nous faisons pour nos clients, c'est de les aider à développer leurs réserves, leur pétrole, leur gaz, en les aidant à faire l'ingénierie et puis la mise en place, la construction de toutes leurs grandes usines, tous leurs grands développements, que ce soit offshore, sur mer ou sur terre, sur tout ce qui est en amont, dans la production, et tout ce qui est en aval, le raffinage et la pétrochimie. Donc voilà, Technip, 12 milliards de chiffre d'affaires et une carnet de à peu près 15 milliards actuellement. Ok. De leader français que vous êtes, vous allez devenir bientôt un leader franco-américain parce que vous avez engagé une fusion avec le groupe FMC Technologies. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler les raisons de ce rapprochement et où en est le processus? Je pense d'abord de leader français, de leader international. Nous allons donc rester un leader international, juste un peu plus grand et un peu plus diversifié. Et on peut revenir à ça peut-être tout à l'heure, mais dans le pétrole, comme tout le monde le sait, je crois, on vit une période, c'est une industrie cyclique et actuellement, c'est un de ces cycles plutôt bas que plutôt haut, mais aussi avec des réserves de pétrole qui sont de plus en plus peut-être difficiles à développer, à faire, à valoriser, à produire. Une demande donc d'être plus à l'aide de nos clients pour ajouter les technologies, pour simplifier leurs projets, pour les aider à investir mieux. Et vous allez entendre ça peut-être au total demain. Donc Technip a déjà depuis 8-9 ans élargi son activité, d'être présent dans plusieurs marchés, avec plus de technologies, avec plus de compétences. Et avec FMC, donc, on élargit encore plus, là notamment dans le domaine de tout ce qui est subsea, sur mer. Subsea, c'est les infrastructures sous-marines, c'est ça? Sous-marines, pardon, excusez-moi, merci. Et donc, avec cet nouvel ensemble, un positionnement tout en amont sur les projets, sur l'exécution des projets, avec comme objectif pour nos clients de réduire leurs coûts, peut-être d'économiser 20, 30, 40% de leurs investissements, et donc pour nous, d'être un partenaire plus ancré, plus long terme, et aussi pour nous, donc, un part de marché qui va augmenter, et en rentabilité, chiffre d'affaires avec. Sachant qu'en plus, FMC, vous les connaissiez déjà plutôt bien, vous avez monté une co-entreprise avec eux, et la finalisation du projet est attendue d'ici la fin de l'année, c'est ça? FMC, c'est un groupe que nous connaissons depuis plusieurs années, parce que depuis longtemps, quand nous faisons le projet en dessous de la mer, pour les infrastructures sous-marines, c'est parfois leurs produits, leurs infrastructures que nous installons. Pour préparer cette étape de fusion, il y a 2 ans maintenant, nous avons commencé à étudier et puis nous avons mis en place une société en commune. Et c'est grâce à nos clients qui ont réagi de manière très positive à cette structure en commune, qui nous ont dit c'est une bonne idée, ça nous ajoute de la valeur. Donc, est-ce que ce n'est pas la peine d'aller plus loin? Et c'est ça que nous faisons aujourd'hui dans la fusion. D'accord. Il y a une question que beaucoup se posent, c'est est-ce que suite à cette fusion entre égaux, Technip va rester un groupe français ou est-ce que vous allez devenir petit à petit un groupe américain ou un groupe international à la Schlumberger? Je crois qu'aujourd'hui,
nous sommes un groupe, comme je disais tout à l'heure, vraiment très international. Si vous allez visiter Technip au Brésil, vous allez trouver les Brésiliens de grands talents qui dirigent le groupe. En Malaisie, c'est la même chose. En Écosse, ce sont les Écossais. Aux États-Unis, ce sont les Américains. En France, c'est les Français. Donc le groupe est déjà très international. Et FMC aussi. On pense qu'ils sont un groupe peut-être américain, mais si vous regardez les dirigeants, ils sont norvégiens, ils sont brésiliens. Il y a même 1 ou 2 Anglais, par exemple. Donc, je pense que vous mettez ensemble 2 groupes vraiment multiculturels et avec cette ouverture au monde qui est la culture de Technip. Au-delà de ça, je pense que ce sont les dirigeants qui dirigent le groupe de Technip aujourd'hui qui vont rester dans les positions clés de la société pour l'avenir. Donc, sauf pour nos clients, où on espère ajouter un peu plus de valeur, sauf, j'espère, dans le temps pour nos actionnaires. Pour moi, il n'y aura pas grand-chose qui change dans la culture de Technip dans cette nouvelle aventure. Ok. Alors, votre groupe a jusqu'à présent très bien résisté à la crise pétrolière dont vous parliez tout à l'heure. Grâce à votre carnet de commandes, vos résultats ont très peu chuté, voire augmenté en 2015-2016, contrairement à la plupart des acteurs du secteur. Néanmoins, on commence à s'inquiéter. On voit le carnet de commandes qui se réduit. On anticipe une baisse du chiffre d'affaires en 2017-2018. Est-ce que finalement le pire est à venir pour Technip, alors que la crise, on semble avoir touché le point bas de la crise pétrolière, mais est-ce que Technip ne serait pas un peu décalé dans le cycle et risque de souffrir en 2017-2018 ? C'est une très bonne question, mais j'aimerais me positionner plutôt en 2013-14, parce que Technip a senti l'arrivée de cette crise, on dirait, déjà à ce moment-là. Et donc, nous avons, d'une manière stratégique, d'une manière délibérée, essayé d'entrer dans cette période avec une carnet le plus étoffé, le plus riche possible. Ce que nous avons réussi à faire. Donc, je pense que le carnet de 15 milliards que nous avions à la fin du 3e trimestre, c'était à peu près au même niveau que nous avions en 2014-2013, donc juste avant l'entrée dans cette période. Donc, je pense qu'il faut voir le montée, et puis actuellement la descente du carnet, un peu avec cet angle stratégique. Pour le futur, ce qui compte pour moi, qui est directeur financier aussi, je gère les risques au sein de Technip, c'est de ne pas prendre n'importe quel contrat juste pour donner plaisir aux analystes et dire voilà quelque chose de gros qui alimente le carnet, mais plutôt de prendre les projets qu'on sait exécuter à côté des clients qui nous connaissent et que nous on connaît et qui vont nous donner l'utilisation de nos actifs, nos bateaux, nos hommes, nos femmes et qui vont donc être rentables dans le temps. Tout le monde peut gagner un contrat. Tout le monde peut gonfler son carnet dans la période actuelle, mais ça comporte des risques. Donc si on est réticent, je ne dirais pas, mais si on est prudent actuellement dans les contrats qu'on prenne, je pense que c'est plutôt une bonne chose pour le moyen terme. Et vous profitez aussi, je crois, de quelques contrats à plus court terme, moins sur 2, 3, 4 ans, qui sont sanctionnés par les pétroliers, qui veulent développer des parties annexes de leur champ. C'est des choses que j'ai pu lire. Est-ce que vous confirmez ce phénomène ? C'est un très bon point. Je reviens là à ce que nous essayons de faire avec FMC. Dans cette période, c'est assez délicat pour nos clients de se lancer dans les gros contrats, dans les gros projets de plusieurs dizaines de milliards. Mais par contre, ils ont besoin quand même d'alimenter leur production. Et ils ont, c'est vrai, les petites zones de réserve, qu'ils soient connexes ou annexes aux champs existants. Et ces projets de raccordement, ils ont l'avantage pour le client d'être assez courtes en termes de rentabilité. On parle de 12, 15, 18 mois entre démarrage du projet et démarrage de production. Pour nous, Technip, c'est une spécialité du groupe déjà, mais avec FMC, ce qu'on peut faire, c'est de maîtriser l'ensemble de ces développements, de l'amont, de l'aval, de toute la mise en place, et aussi, parce qu'on couvre ce champ d'une manière intégrée, on peut les rendre encore plus rentables. Donc c'est une opportunité de gagner des projets
de bonne qualité à court terme, d'utiliser nos actifs et capitaliser sur tous les atouts de Technip, mais aussi de Technip FMC. Parallèlement, dans ce contexte compliqué, vous avez engagé un plan de réduction de vos coûts assez important. Est-ce que vous pouvez faire le point sur où vous en êtes, ce que vous avez déjà fait, ce qui vous reste à faire pour les trimestres à venir? Le plan qui a été lancé mi-2015 était d'économiser 830 millions d'euros à un horizon 2017. Grâce à la mobilisation de nos équipes, nous sommes en avance par rapport à ce projet et nous avons pu identifier plus d'économies, d'autres économies supplémentaires. Donc le plan actuellement, ça s'élève à 1 milliard d'économies de coûts fixes, dont 90% seraient réalisés d'ici la fin de l'année 2016. Donc on est bien positionné pour maintenir notre rentabilité dans la période de 2016-2017, qui était l'objectif. Est-ce que ces mesures ne comportent-elles pas deux risques principaux? Un risque au niveau de la sécurité des projets que vous allez mener, la sécurité des infrastructures futures, et un risque au niveau de la perte de compétences. Étant donné que vous supprimez des emplois, vous risquez de voir des gens importants partir vers peut-être même d'autres secteurs que le secteur pétrolier qui sont plus attrayants. Voilà. Est-ce que ces deux risques sont réels pour Technip? La réputation du groupe, que ce soit vis-à-vis de ses actionnaires, vis-à-vis de ses clients, c'est de réaliser nos projets dans les bonnes conditions. Les bonnes conditions, ça veut dire être à l'heure, c'est de livrer quelque chose qui fonctionne à l'auteur de ce que les clients souhaitaient, mais c'est aussi de livrer une usine ou un produit de qualité, et surtout dans nos métiers, en sécurité. Je pense que la mobilisation des équipes de Technip depuis 10 ans sur la sécurité a été exceptionnelle dans l'industrie. Et cette réputation nous est très très chère, non seulement aux dirigeants, mais aux 30 et plus 1000 employés du groupe. Il n'y a rien qui est plus important que ce concept de qualité et de sécurité dans nos projets. Donc, c'est ça d'abord. Et vous avez raison, garder les compétences, c'est une manière d'assurer cette qualité et cette sécurité. Donc, quand on réduit nos coûts, on privilège, je peux noter deux choses. On privilège par exemple garder les bateaux les plus performants, les plus avancés, les plus neufs. Et en termes de compétences hommes et femmes, qui est le cœur de Technip, de s'assurer que ces compétences sont gardées. Et la manière de faire ça, c'est peut-être de les concentrer. Donc concentrer certains métiers, par exemple à Paris, certains métiers à Rome, certains métiers dans les 3 ou 4 grands centres du groupe. Avec cette concentration, on est mieux positionné pour répondre aux clients, on s'assure qu'on garde les compétences, on garde les gens avec toutes leurs compétences très actifs, et c'est comme ça, je crois qu'on garde cette qualité, cette sécurité, et on garde aussi la capacité de rebondir. Comme je disais tout à l'heure, le pétrole et le gaz, c'est une industrie cyclique. Cyclique, ça veut dire parfois ça baisse, ça veut dire à un moment, ça remonte aussi. Il faut qu'on soit là quand ça remonte. Alors ma dernière question qui va intéresser vos actionnaires, j'imagine. Ces dernières années, Technip a toujours augmenté son dividende. Depuis le début de la crise, vous l'avez stabilisé à son niveau actuel. Est-ce qu'il y a un risque en 2017-2018 de voir Technip réduire, voire supprimer son dividende pour faire face à la chute de ses revenus? J'ai une réponse peut-être un peu théorique parce que ça va être Technip FMC et je ne suis pas là pour parler que de Technip. Je pense Technip en stand-alone a un bilan, et je suis désolé, incarné. Je pense que Technip a aussi les perspectives de gagner de nouveaux projets. Et vous avez vu une partie grâce au carnet, mais aussi une partie grâce aux réductions aux économies de coûts que nous avons mis en place, en rentabilité qui va se maintenir en 2017. Donc, pour Technip, je ne vois pas une différence dans la politique de dividendes. Pourquoi il aurait été ou il serait
différence pour Technip en standalone en 2017. Nous avons maintenu en 15, nous avons maintenu en 16, nous avons donné aux actionnaires l'opportunité aussi de prendre le dividende en action, qu'ils ont fait à l'auteur de 60%, qui était plutôt un bon signe pour le groupe. Si on avait resté seul, je pense que j'aurais le plaisir de revenir d'ici une année pour dire, voilà, nous avons encore une fois au moins maintenu notre dividende. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Waldron. Et merci beaucoup à tous et à toutes.